Bonjour. Voilà, je voudrais faire une petite vidéo sur le sionisme que j'ai intitulé «Le sionisme dans l'impasse». Ah, il est arrivé à un point où il ne peut plus aller là où il va, c'est catastrophique. Et je ne sais pas s'il aura la possibilité ou le courage d'y aller. En tout cas, moi, je ne vois vraiment, il est dans un cul-de-sac, le sionisme, et je me demande comment il va s'en sortir. Et en fait, le sionisme a été construit pour être dans une impasse. C'est-à-dire, il ne lui a pas été donné la possibilité de s'ouvrir, de s'intégrer, de chercher une solution harmonieuse. Lorsque les sionistes sont arrivés en groupe déterminés, dans les années 20 du siècle dernier, ils avaient établi une règle, déjà, c'est qu'ils n'allaient pas s'intégrer dans la région. C'est-à-dire, pour eux, ils allaient reconstituer une société juive, certes, sur une base marxiste, matérialiste, marxiste, communiste, mais sans les Arabes. Et donc, ethniquement, alors que c'était un mouvement athée, et même dans les kibbutzim, le haut lieu du communisme, tel qu'on l'a célébré pendant des décennies, c'était vraiment des militants athées, communistes, marxistes, syndicalistes, etc., mais qui avaient refusé d'emblée l'intégration de tout membre arabe. Et donc, en fait, dès le départ, ils se sont mis en tête, dans leur façon de concevoir leur présence dans cette région, comme une présence hostile, ou en tout cas pas du tout d'intégration, de lutte des classes ensemble, de partage, de compréhension. C'est ainsi qu'ils se sont institués. Voilà. Donc dès le départ, c'était ce côté euh, ethnique, alors qu'ils n'étaient absolument pas religieux, mais ils ne voulaient pas du tout s'intégrer aux Arabes. Et donc, ce qui avait suivi, c'est-à-dire la conséquence de cette pensée d'être là en tant que juif, c'est qu'il fallait à un moment donné se débarrasser des Arabes. Le nettoyage ethnique de 48 n'était pas un accident. Dès les années 20 et surtout dès les années 30 du siècle dernier, les écrits se multipliaient, etc. Enfin, les hauts responsables disaient on ne peut pas envisager une société sioniste avec les Arabes. Voilà. Donc, il fallait les chasser. Et donc, c'était construit dans cette idée-là. Et donc, si vous voulez, le sionisme était arrivé en Palestine avec l'idée qu'il allait mener une guerre permanente, qu'il allait mener une guerre d'abord pour s'installer, pour s'étendre, pour chasser les populations locales, et comme il allait créer de l'hostilité alentour, ipso facto, et donc de s'agrandir. Jusqu'où, on ne le sait pas, et eux-mêmes ne le savaient pas. Et en fait, euh, pourquoi cette idée de guerre permanente, elle a des objectifs. D'abord, la société sioniste, elle est faite pour la guerre, comme un peu comme Sparte, c'est-à-dire une société où le culte de la force, le culte de l'héroïsme, le culte de la domination, le culte du sacrifice, et, et c'est pour maintenir la cohésion intérieure. Imaginez des gens qui vivent depuis les années 30, ça veut dire depuis un siècle maintenant, depuis 1920, enfin pour ceux qui ont 100 ans, en tout cas leurs enfants, etc. Ils ont grandi dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire la paix. Voilà, on ne peut pas vivre en paix.
C'est-à-dire que l'État profond sioniste a imposé à ses propres habitants, les Israéliens moyens, le citoyen lambda, eh bien, tant pis pour vous, on va vivre constamment en guerre. Donc il fallait évidemment construire cette guerre, maintenir, nourrir cette hostilité, donc faire des représailles, faire des guerres, etc. Le malheur est venu, à la limite, au départ en 1948, il y avait une sympathie, etc. On se disait les réfugiés des camps. Mais je pense qu'il y a eu un tournant en 1967. Et là, la responsabilité de la communauté internationale est grande. Si on avait suivi le général de Gaulle à l'époque, on aurait dit, bon, voilà, vous avez, maintenant, vous êtes assuré d'avoir votre territoire, votre État, il sera garanti, vos frontières seront garanties, et puis, voilà, vous allez vous intégrer dans la région et vous allez développer des rapports de bon voisinage. Et Israël a refusé. Bon, le problème de la communauté internationale, c'est que la communauté internationale n'est pas connue pour régler les problèmes quand ils surviennent. C'est d'ailleurs pourquoi il y a des guerres atroces, des guerres longues, enfin bon, je ne vais pas faire l'historique, mais on laisse pourrir une situation. Et en fait, en 67, les États-Unis ont vu l'intérêt d'avoir un chien de garde efficace, occidentalisé, capable de faire respecter la loi de l'Amérique dans cette région. Et c'était une région instable, c'était une région qui s'éveillait au nationalisme, à l'indépendance, et qui voulait acquérir, devenir indépendante, se développer, etc. Peut-être même nationaliser le pétrole, le canal de Suez, ce qui ne faisait pas l'affaire de l'Amérique, évidemment. Et donc, ils ont donné carte blanche au petit État sioniste à l'époque, en lui disant, tu as conquis des terres, tu les gardes, pas de souci, on t'appuie. Ce qui fait que, par exemple, la résolution du Conseil de sécurité de 1969 exigeant comment dire, la libération des territoires conquis par la force, eh ben, cette résolution n'a jamais été appliquée et ça continue comme ça, très bien. Et donc voilà, on arrive. Seulement, le problème pour le sionisme, c'est quoi? Le sionisme, il s'était, évidemment, pour les jeunes aujourd'hui, ils auront peut-être du mal à imaginer ça, mais c'est vrai que le mouvement sioniste dans les années 50, 60 était de gauche ou d'extrême gauche, c'est-à-dire le gouvernement. Sur le plan intérieur, c'était quasiment un gouvernement communiste. C'est d'ailleurs pour ça que Staline a été berné et qui a appuyé la création de cet État. Mais c'est un autre sujet sur lequel on ne va pas revenir aujourd'hui. Et, et donc, il y avait, vous savez, moi j'étais là-bas dès les années 60. Il fallait vraiment aller chercher les gens qui portaient une kippa, des religieux. Il fallait les chercher. Il fallait aller à Jérusalem, dans un quartier spécial, etc., pour les regarder comme si on regardait des extraterrestres. Alors qu'aujourd'hui, je veux dire, même des villes laïques, même à Tel Aviv, à Tel Aviv, par exemple, il y a une ville qui est jumelée avec Tel Aviv, qui est juste à côté, qui s'appelle Bnei Brak, et qui a, je ne sais pas quoi, 150 000 ou 200 000 orthodoxes, ce qui est absolument incroyable. Mais à l'époque, des années 60, 70, il était inenvisageable qu'il y ait enfin, un mouvement religieux. Je vous ai dit, c'était vraiment des gens à chercher dans des quartiers spécifiques. Et donc les sionistes se sont crus, ils se sont dit, nous, on va conquérir la Cisjordanie, le Sinaï,
mais nous n'allons pas devenir des colons comme les autres, des occupants comme les autres. C'était ça leur conviction. Et c'était si vrai que dans les années 70, par exemple, Le Monde, qui était un journal à l'époque, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, un journal de gauche, on l'appelait le journal de référence. Et il méritait bien son nom. Et il disait, c'est pas du tout une occupation. Vous savez, quand on avait connu l'occupation allemande ou l'occupation française en Algérie, moi, on me racontait, parce que bon, j'avais de la famille, etc. Les gens, les Israéliens allaient faire leur marché le samedi matin dans les villes palestiniennes de Cisjordanie. Il y avait une Jeep ou deux qui occupait une ville. Une Jeep ou deux occupait une ville. Occupés, c'est-à-dire ils étaient à un bout de la ville et à l'autre bout de la ville. Tout était vraiment, les gens vraiment se disaient, et d'ailleurs, dans les années 70, il y avait des dizaines de milliers d'Européens qui allaient faire leur pèlerinage dans les kibbutzim. Par exemple, Marion Sigaud, entre autres. C'est un mouvement extraordinaire. C'est-à-dire que jusque dans les années 70, le mouvement sioniste se rêvait occupant, mais un occupant humain, humaniste, qui n'était pas barbare, etc. Et les Palestiniens et les Arabes étaient tellement assommés qu'ils réagissaient. Il y a eu des réactions, bien sûr, il y avait les tournements d'avions, etc. Mais l'OLP avait mené des actions. Mais si vous voulez, l'occupation en elle-même n'a pas fabriqué le genre de réaction. Il y avait ces groupes armés, mais qui n'avaient rien à voir, ou très peu, avec un mouvement de contestation à l'intérieur. Ce qui fait que les sionistes pouvaient se targuer d'être des occupants humanistes qui respectaient les droits des minorités, etc. Et, et même, il commençait à y avoir, bien sûr, à partir des années 80, il y avait par exemple ce philosophe religieux qui s'appelait Leibovitch, je crois. Enfin, j'espère ne pas me tromper, mais je crois que c'est le premier qui, à la fin des années 80, début des années 90, a créé la notion de nazi-sioniste, ce qui a fait terriblement, euh, comment dire, ça a fait sensation. Parce que les sionistes étaient convaincus qu'ils étaient vraiment des occupants humains et qui n'allaient pas se transformer en occupants type les Français en Algérie ou les nazis, etc. Bon. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas prévu, et, et ça c'est vrai que il y a eu un mouvement au départ, si vous voulez, dans les années 70, on développait un point de peuplement par-ci, par-là, mais au bout de 2, 3 générations, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ces centaines de milliers de colons, certes, la première génération qui était allée là-bas, elle était encore influencée par les idées, entre guillemets, généreuses, mais pas vraiment, mais quand même, dans un sens, ce n'était pas totalement faux, disons, d'une cohabitation, etc. C'est à partir de l'intifada des années 86, 87, 88 que ça va changer. Voilà. Là, on se rend compte quand même que l'occupation, il y a un vrai occupant, et que l'occupant est dur avec l'occupé, et qu'il y a une répression féroce. Mais là aussi, si vous voulez, le sioniste, il y avait encore Yitzhak Rabin, bien qu'il soit, à mon avis, un cynique de première. Vous savez, j'ai fait une vidéo où je disais tous les sionistes, à partir de mon sioniste, ça veut dire on est colonialiste, on est anti-arabe, on est raciste, on a la graine. Voilà, à partir de mon sioniste. Ça veut dire un État juif sans arabe. Voilà. Et donc, Rabin a eu l'intelligence, et c'est là où on s'est rendu compte, on se disait, ah, quand même, les sionistes, regardez, ils vont faire les accords d'Oslo, ils ont accueilli Arafat, etc. Mais c'est toujours pour repousser le problème. C'est-à-dire qu'en fait, la société israélienne faisait face à 2 éléments. Un,
l'impossibilité, en tout cas, et se créer, être dans la conviction qu'on ne peut pas faire la paix avec les États environnants. Pourquoi? Parce que, vous savez, la paix est dangereuse pour le sionisme. Le sionisme est une idéologie de guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut être l'arme au pied. C'est l'idéologie de l'héroïsme et de la force. Vous savez, dans les années 70, le monde parlait parfois du danger de la paix pour Israël. Le danger de la paix. C'est quoi le danger de la paix? L'État profond sioniste, il sait une chose. Il sait que si on fait la paix, ça veut dire que le sionisme, au bout d'une génération ou deux, il allait se diluer dans l'atmosphère orientale de la région. C'est ça sa crainte. Si vous voulez, pourquoi ça tient le sionisme? Parce qu'il y a la guerre, il y a le danger extérieur, il y a la haine de l'arabe, et même s'il y a 25% d'arabes à l'intérieur d'Israël, on arrive à les maintenir en respect. On ne se mélange pas avec eux, on n'étudie pas ensemble, on ne va pas dans les mêmes boîtes de nuit, etc. etc. Et la hantise de l'État profond-sioniste, c'est que s'il fait la paix, il n'y a pas de raison de garder cet apartheid à l'intérieur. Donc ils vont se mélanger. Vous imaginez, vous savez, quand on entend une mère juive en Israël dire si ma fille a un copain arabe, je me suicide ou je la tue, ou quelque chose comme ça, on n'est pas du tout loin de la réalité, je vous assure. Hein. Donc, il faut maintenir cette société. Alors qu'avant, par exemple, les Israéliens allaient le samedi dans les villes palestiniennes faire leur marché, on a interdit aux Israéliens d'aller dans les villes palestiniennes. Donc, en fait, on a élevé les nouvelles générations israéliennes dans la haine et la terreur de l'arabe. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas étonnant qu'au bout de 2 ou 3 générations, les Israéliens moyens, enfin le soldat, est devenu un barbare type nazi. Et sans s'en rendre compte, ou en l'acceptant, alors que c'est ça le drame du sionisme, c'est qu'il est arrivé là où il ne voulait pas être. C'est-à-dire, il s'est toujours cru un humaniste de vraiment, enfin, je vous raconte une scène, par exemple. Au début des années 70, on racontait ce commandant qui dirigeait une colonne de chars en Cisjordanie, et tout à coup, il voit une fillette sur la route, il arrête les chars et il fait passer la fillette palestinienne. C'est très célèbre, cette image. Et donc, OK, on peut dire l'hypocrisie, mais en tout cas, ça existait. Ça veut dire que ce sentiment-là était ancré, et d'ailleurs, ça servait la propagande. On dit, regardez, nous, comment on ne tue pas n'importe comment, quand on le fait, c'est parce qu'on est obligé, etc. Mais là où ce qui n'a pas réalisé l'État profond sioniste, c'est qu'il a réussi à faire passer une génération, puis 2 générations. Et la 3e génération des colons, quand on est occupant, on se transforme en occupant par la force des choses. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas être un occupant gentil, sympathique, humain, etc. C'est impossible. Donc, on peut détruire, on peut tuer la conscience tranquille. On peut coloniser. Vous savez, toute cette nouvelle génération en Cisjordanie, c'est une génération de gangsters qui, sans foi ni loi, qui voient dans l'arabe, enfin, c'est même pire que des animaux. Je crois que des chiens, si on voit un chien blessé, on essaie de le soigner. Mais on a développé, et sans tenir compte, le drame des sionistes, c'est qu'ils ne pouvaient pas. Il y a eu des avertissements tout au long. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce fameux documentaire avec les anciens chefs du Mossad, du Shin Bet, etc., qui ont dit, je crois que c'était en 2010, attention, mais évidemment à la fin de leur fonction, hein, mais bon, attention, nous allons contre le mur, on ne peut pas occuper
éternellement sans avoir des conséquences sur notre propre société. C'est ça le drame. C'est que c'est une société qui devient violente, raciste, etc. Et par exemple, vous avez le numéro 2 de Tsahal qui, en 2017, imaginez, il a dit ce qui se passe aujourd'hui en Israël me rappelle le début de l'Allemagne des années 30. Mais tous ces avertissements, on n'en a pas tenu compte. Parce qu'on ne peut pas en tenir compte. On n'a pas le choix. L'État professionniste n'a pas le choix. Il est rentré dans un cul-de-sac, dans une impasse, et il ne peut pas en sortir. Parce que s'en sortir, c'est donner un État aux Palestiniens. Et c'est trop tard maintenant. Si jamais les Palestiniens ou les Arabes, si le rapport de force militaire s'inverse, ça va être la lalie. C'est évident. Je veux dire, on ne peut pas avoir fait pendant 80 ans assassiner, détruire, etc. Et de toutes les façons, le sionisme ne peut pas imaginer faire une paix d'égal à égal avec un arabe. Voilà. Quand vous dites à un Israélien arabe, c'est comme si vous l'insultiez. Voilà. Et donc, il est il est coincé. Aujourd'hui, là, depuis octobre, enfin, moi, je partage la conviction qui est développée par des experts qui apportent leurs arguments, etc. Il a voulu jouer une carte dont il a le secret, c'est-à-dire laisser, laisser le Hamas faire un coup assez important pour pouvoir, parce qu'il avait l'intention enfin de nettoyer Gaza et après la Cisjordanie. Et il est tellement arrogant qu'il avait pensé que on va détruire le Hamas en quelques jours ou quelques semaines, et puis après on va chasser tout le monde, et puis on va se rétablir. Et là, la situation leur échappe aux sionistes. C'est-à-dire, vous avez déjà la CIJ et la CPI, vous avez des États qui reconnaissent l'État de Palestine, des États européens. Il y a un mouvement quand même d'ampleur dans les universités américaines, dans les universités européennes. Par exemple, la Chine, la semaine dernière, dans un site israélien, disant que les Chinois sont en train de dénoncer les accords de manière silencieuse avec Israël. Voilà. C'est-à-dire ce qui va arriver, c'est qu'Israël va rentrer dans une espèce d'État paria. Voilà. Même si on ne pourra pas l'obliger militairement parlant, mais il va rentrer dans cette espèce de statut d'État paria. Mais jusqu'à quand? Aujourd'hui, c'est vrai que l'Occident l'appuie. Mais pourquoi il l'appuie? À mon avis, il y a une part de chantage qu'Israël exerce sur les gouvernements occidentaux. Je ne suis pas loin de penser que l'affaire Epstein a donné énormément de vidéos intéressantes sur les classes dirigeantes européennes et américaines qui pourraient faire réfléchir les dirigeants occidentaux à, à vouloir se montrer un peu exigeants vis-à-vis d'Israël. Il y a aussi un autre fait. Les Européens, les États européens ont la trouille de cet État. Ils ont la trouille. C'est-à-dire, c'est un État voyou qui est capable de tout. C'est-à-dire que si vous les faites chier, c'est-à-dire que si vous les poussez à renoncer à leurs intérêts vitaux, ils sont capables, ils ont des 5 ou 6 sous-marins nucléaires avec une centaine de bombes, et ils sont capables de les lancer, de se dire si on se suicide, ça sera l'Europe avec nous. Les Européens le savent. Enfin, il y a des témoignages de diplomates. Par exemple, le général de Laroire,
Prenez. Il est allé au Liban dans les années 90, au début des années 90. Il raconte qu'il est arrivé avec les forces de l'ONU. Il est arrivé avec une sympathie pour Israël. Il est reparti avec une détestation d'Israël, parce qu'il a compris ce que c'était ces mecs. Mais on ne peut pas en parler. Et donc ce sentiment de détestation, de dégoût, mais en même temps de trouille vis-à-vis de ces gens qui sont capables de tout. Je suis en train de lire un livre sur le Mossad, enfin, écrit par, par un Français. C'est incroyable les coups tordus qu'ils font, même vis-à-vis de leurs alliés, même vis-à-vis de la France. C'est-à-dire, ce sont des gens sur qui on ne peut pas compter. Maintenant, le drame de l'Occident, c'est qu'il a créé un Frankenstein. Voilà. Et il ne sait pas quoi faire de ce Frankenstein. Il est coincé. Voilà. Les Israéliens, ils vont aller jusqu'au bout de leur logique parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est l'impasse totale et malheureusement, on peut pas, je ne vois pas comment on pourrait obliger cet État à renoncer à la Cisjordanie pour laisser ce créer un État palestinien. Je crois qu'il ne faut pas rêver. Ça, c'est vraiment le rêve absolu. Jamais un homme politique israélien, de gauche ou de droite, ne renoncera à la Cisjordanie. Vous savez, il y a quelques jours, le Parlement israélien a voté à 106 sur 120 députés. Les restes, c'était des députés arabes. Ils ont condamné la décision de la CPI et ils ont déclaré que leur armée est la plus morale du monde. Ce sont des gens qui sont d'un cynisme absolu. Ils n'en ont rien à fiche de la communauté internationale. Il faut voir comment ils parlent des Occidentaux. Ils ont un mépris de l'occidental. On ne peut pas imaginer quand on ne sait pas. Parce que moi, je suis là-dedans. Enfin, je veux dire, je suis là-dedans quand je vais ou quand je parle avec eux. Voilà. Donc, le drame aujourd'hui, c'est qu'on a créé un Frankenstein dont on ne sait pas comment se débarrasser ou comment le ramener à la raison. Alors voilà, c'est l'impasse totale. Mais malheureusement, la communauté internationale, on a l'habitude de ce genre de situation. Eh bien, on verra comment ça va se terminer tout ça. Merci pour votre attention et puis à la prochaine. Au revoir.